Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce journal. Tout de suite, les titres de ce mercredi 6 juillet. La police municipale d'Éragny, désormais équipée de tasers. Après 2 ans d'attente, les policiers formés ont reçu l'autorisation de la préfecture de s'en servir. Nous les avons suivis, reportage dans un instant. Petite église paroissiale, elle a été consacrée cathédrale. C'est l'histoire incroyable de la cathédrale Saint-Maclou, abritée à Pontoise. Découverte de cet édifice classé monument historique à la fin de ce journal. Mais d'abord, c'était la première ville du Val d'Oise à en faire la demande. Après 2 ans d'attente, la police municipale à Éragny a obtenu l'autorisation de la préfecture de porter des tasers, ces armes non létales capables de neutraliser un individu avec une courte décharge de 50 000 volts. Un moyen de dissuasion pour les agents amenés à travailler jusqu'à 23 heures. Florian Philippe les a suivis sur le terrain. Ces policiers municipaux patrouillent dans les rues d'Éragny, mais depuis le 16 juin, ils portent à leur ceinturon un drôle d'engin jaune et noir, un pistolet à impulsion électrique, plus communément appelé un taser. Ça, c'est une arme de catégorie B, c'est le X26. Donc c'est une arme dite non létale. Donc elle nous a été attribuée sur la commune d'Éragny-sur-Oise depuis peu de temps. Donc c'est une arme, on va dire, dissuasive. À partir du moment où on l'enclenche, donc on est filmé. Ça procure 50 000 volts. Donc si on appuie, donc il y a 2 électrodes qui partent en direction de la cible et qui neutralisent sur un cycle de 5 secondes l'individu. Il faut savoir que c'est une arme qu'on utilise qu'en cas de légitime défense. L'utilisation est strictement encadrée, une caméra enregistre images et son lorsque l'arme est enclenchée et des rapports stricts doivent être rédigés en cas d'utilisation. Et les policiers ont été formés longuement. Bien évidemment, cette arme, tout policier ne peut pas le porter s'il n'a pas fait sa formation, c'est-à-dire une formation sous le tronc juridique de 2 jours et une formation pratique de aussi 2 jours. Et à l'issue, il faut qu'il attende une autorisation de port d'armes transmise par la préfecture. Et de là, il peut le porter et en faire usage en cas de légitime défense. La police municipale d'Éragny est la première à porter ce type d'arme dans l'agglomération de Cergy-Pontoise. Il aura fallu 2 ans à la municipalité avant d'obtenir l'autorisation de patrouiller avec. Avec cet outil, la commune veut doter ses agents d'un moyen de dissuasion efficace. Puisque ça s'inscrit dans une politique de sécurité, avec l'augmentation des amplitudes horaires de nos policiers, de nos agents, donc qui travaillent maintenant jusqu'à 23 heures. Et donc, en les faisant travailler plus tard, ils sont confrontés à une autre délinquance. Et donc, pour les protéger, il était important de les armer. La ville dispose actuellement de 3 pistolets à impulsion électrique. Elle souhaite former ses 14 agents au maniement du taser. Pour compléter son dispositif, la ville installera de nouvelles caméras de vidéosurveillance dans le cours de l'année, avant la création d'un centre de supervision urbain prévu pour le début de l'année 2017. Des flashs records pour les 2 radars autonomes déployés dans le Val d'Oise. Près de 100 000, c'est le nombre d'infractions comptabilisées en 5 mois par celui installé sur l'A15 après la sortie 9 dans le sens province-Paris. Une portion limitée à 90 km/h décrit comme l'une des plus accidentogènes du département par la préfecture. L'autre du même type, cette fois située sur l'A115 depuis mi-avril dans le sens province-Paris sur la bretelle d'insertion numéro 5 à hauteur de Méry-sur-Oise, culmine à environ 33 000 flashs. La préfecture n'exclut pas de modifier la position de ces radars qui ont la caractéristique de pouvoir être déplacés. Un mot de politique à présent avec la nomination de Florence Portelli à la tête de l'Orchestre national d'Île-de-France. Une nouvelle fonction pour la maire Les Républicains de Taverny et conseillère régionale également musicienne. Fondé en 1974, l'Orchestre national d'Île-de-France regroupe plus de 100 musiciens dont 95 permanents. Il évolue en concert partout en Île-de-France et à la maison de l'orchestre d'Alfortville dans le Val-de-Marne pour ses répétitions. Il est également orchestre associé au sein de la Philharmonie de Paris. Allez, un peu d'histoire pour finir ce journal. Direction Pontoise pour découvrir un édifice du Val d'Oise classé monument historique, la cathédrale Saint-Maclou, ancienne église paroissiale créée au milieu du XIIe siècle. Il y a 50 ans, elle est élevée au rang de cathédrale, une consécration. Aujourd'hui, elle abrite encore quelques trésors que nous dévoile Philippe Pémal. Du haut de ses 45 mètres, elle veille sur le centre historique de Pontoise. Édifiée vers 1145 pour sa partie la plus ancienne, la cathédrale Saint-Maclou va subir au fil des siècles de nombreuses transformations architecturales.
Elle est aujourd'hui un mélange des styles roman, gothique et renaissance. À l'origine église paroissiale, elle est consacrée cathédrale en 1966. Saint-Maclou, derrière nous, n'a pas toujours été cathédrale. C'est une cathédrale assez récente, depuis 1966, car avant, le Val d'Oise n'existait pas. Il y a une cathédrale par département, et en 1966, le département de Seine-et-Oise est divisé en deux. Et c'est ainsi qu'avec la création du Val d'Oise, on va choisir une nouvelle cathédrale, et c'est comme ça que Saint-Maclou est érigée cathédrale à cette époque. Avant de devenir cathédrale, Saint-Maclou s'embellit au fil du temps. Son portail, en style gothique flamboyant, date du XVe siècle. On y retrouve de nombreuses sculptures comme ce drôle de moine au ventre bien rempli. C'est vrai que la façade de Saint-Maclou est très décorée. On peut admirer ici ce petit moine qui tient une branche de vigne, elle-même habitée par un petit escargot. Alors ce petit moine nous rappelle qu'à Pontoise, il y avait une abbaye très importante, l'abbaye Saint-Martin, où les moines cultivaient la vigne et vendaient leur vin lors de la fameuse foire Saint-Martin. Comme toujours aujourd'hui, on peut déguster encore le ginglet, qui est le vin local. À l'intérieur de la cathédrale, on retrouve les différents styles architecturaux. Pour faire entrer la lumière dans l'édifice, de nombreux vitraux réalisés par de grands maîtres verriers des XVIe, XIXe et XXe siècles. Ils racontent des épisodes bibliques ou historiques, comme ce vitrail réalisé en 1887. Ce vitrail raconte un fait historique qui est arrivé à Pontoise au XVIIe siècle. Il y a eu une grande peste et toute la ville a réalisé une procession partant de Saint-Maclou, que l'on voit tout en haut du vitrail, pour aller jusqu'à l'autre église de Pontoise qui est l'église Notre-Dame, pour aller prier la statue de la Vierge miraculeuse. Et cette procession dans ce vitrail du XIXe siècle montre un peu justement tous les habitants de Pontoise, toutes les corporations. On a des gens qui portent des maquettes de bateaux, puisque Pontoise avait un célèbre port sur le fleuve. On a la confrérie des bouchers, avec quelqu'un qui porte un petit agneau. Voilà, c'est vraiment toute la ville de Pontoise qui est représentée sur ce vitrail du XIXe siècle. Autre trésor de la cathédrale, la chapelle de la Passion. Elle abrite cette remarquable sculpture en pierre. Attribuée au sculpteur Nicolas Leprince vers 1550, elle représente la mise au tombeau du Christ. Cette mise au tombeau, qui date du milieu du XVIe siècle, est caractéristique du style dit maniériste. On peut voir notamment les drapés excessivement bien travaillés, les coiffures assez complexes et aussi l'expression des visages qui vraiment montre la douleur exprimée par les protagonistes. Classée monument historique en 1840, la cathédrale Saint-Maclou a une particularité. Consacrée cathédrale en 1966 à la création des nouveaux diocèses, elle n'appartient pas à l'État, mais à la ville de Pontoise qui en a la charge. Chaque année, près de 300 000 € sont consacrés à sa réhabilitation. Ce journal, avant de vous quitter, je vous en rappelle la principale information. La police municipale d'Éragny, désormais équipée de tasers. Après 2 ans d'attente, les policiers formés ont reçu l'autorisation de la préfecture de s'en servir. Un moyen de dissuasion pour les agents amenés à travailler jusqu'à 23 h. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas, l'information continue sur vnews.fr. À suivre tout de suite la partie magazine du journal. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Des pommes de terre, des oignons, des confitures de poire ou de prunes, la boutique du château de La Roche-Guyon regorge de produits bio faits maison. Il faut dire que le jardin n'est pas très loin, il suffit de traverser la rue. Perpétuant une tradition de potager verger datant du XVIIe siècle, les 3,5 hectares du jardin continuent à produire des fruits et des légumes. Pour s'en occuper, 3 jardiniers et 12 salariés d'un chantier d'insertion. Depuis 2009, c'est l'association Vivert qui est en charge de ces apprentis jardiniers. Même s'ils sont formés aux techniques de jardinage, l'ambition du chantier est ailleurs. On essaye de leur redonner les valeurs du travail, ou de leur donner, parce qu'on a aussi des jeunes qui n'ont jamais travaillé ailleurs. Donc c'est leur apprendre à venir tous les jours au travail, à se lever, à respecter un rythme minimum, de façon à pouvoir ensuite réapprendre la vie en collectivité et reprendre un rythme qui soit acceptable dans une entreprise, travailler leurs projets. Se soigner par les plantes, c'est un peu l'idée de ce chantier.
26 heures par semaine, les 12 salariés apprennent les bases du jardinage. Jeunes ou moins jeunes, ils sont envoyés par les services sociaux, les missions locales ou Pôle emploi. Arrivée sur le chantier depuis 9 mois, Fabienne est en reconversion dans l'attente d'une formation de chauffeur poids lourd. Au lieu d'attendre 9 mois à rien faire, il valait mieux que je m'occupe à quelque chose. Et c'est ce que donnent les chantiers écoles en fait. C'est ce que permettent les chantiers écoles. Ils permettent d'attendre dans de bonnes conditions en étant accompagnés que de pouvoir intégrer ces formations. Parce qu'une formation conducteur poids lourd, ça dure 9 mois, donc c'est tous les ans, c'est une par an. Et donc il faut postuler et après il y a beaucoup de temps d'attente, quoi. En attendant sa formation, Fabienne s'occupe du potager fruitier. Grâce à elle et aux autres salariés du chantier, les jardiniers du château peuvent pratiquer une culture naturelle et biologique, sans produits chimiques. Un travail qui porte ses fruits. Aujourd'hui, le potager fruitier est labellisé Jardin remarquable et certifié agriculture biologique. Des labels qui nécessitent une importante main-d'œuvre. Oui, sans le chantier d'insertion, ce serait impossible de cultiver un jardin de 3,5 hectares de façon biologique et on n'aurait pas autant de diversité que l'on a maintenant. On ne pourrait pas faire toutes les cultures qui sont en route maintenant, et ça c'est sûr. En se rendant utile, les salariés améliorent leur estime de soi. Une reconnaissance de leur valeur qui favorise leur réinsertion. L'association Vivert annonce un taux de retour à l'emploi de 50% contre seulement 30% pour les précédents projets. De la réalisation du schéma à la confection de cette table, ces 12 jeunes travaillent sur leur projet de fin d'année. Ils sont en CAP ébénisterie au lycée professionnel Saint-Jean et préparent leur baccalauréat. Je voulais faire menuisier charpentier et à cause de certains problèmes, j'ai cherché une autre branche et j'ai trouvé l'ébénisterie. Donc j'ai fait une demi-journée d'essai ici, dans cet atelier même, avec le professeur qui me suit normalement mais qui n'est pas là aujourd'hui. Et puis j'en ai fini par m'inscrire et puis au final ça me plaît vraiment et voilà, je veux vraiment continuer là-dedans. L'ébénisterie, c'est pas venu comme ça, mais je voulais me diriger vers de la fabrication, vers du décor de cinéma, de film. Et du coup, j'ai parlé avec des personnes qui étaient dans ce métier-là. Ils m'ont conseillé de faire justement un CAP en menuiserie ou en ébénisterie. J'ai vu que l'ébénisterie, c'était quand même un peu plus complexe, qu'il y a du plaquage en plus. Donc j'ai tenté l'ébénisterie et je vois que ça me plaît énormément et je suis bien content d'avoir fait ça finalement. Les apprentis d'Auteuil forment les jeunes en difficulté scolaire au métier du bois. Le lycée professionnel Saint-Jean propose 3 CAP, de la menuiserie à l'ébénisterie, avec une volonté, maintenir le savoir-faire. C'est une formation qui est plus atypique que les autres dans le domaine de la menuiserie, dans la mesure où la part d'enseignement professionnel est plus importante qu'au niveau des autres CAP. Et c'est une formation qui attire des jeunes qui ont une fibre artistique. On est effectivement au jour d'aujourd'hui la seule formation en ébénisterie qui est dispensée dans le Val d'Oise, parce qu'Apprentis d'Auteuil, mais aussi l'Éducation nationale, ont voulu maintenir l'intégralité de la filière bois dans le Val d'Oise. Les résultats sont au rendez-vous. 100% des jeunes en CAP ébénisterie ressortent avec leur diplôme en poche et le titre Jeune apprenti d'Auteuil leur assure même une meilleure insertion professionnelle.